Paul, est-ce que tu as une anecdote à nous balancer qui t'a marqué sur ton parcours? Alors j'en ai une, mais je te laisserai la dire avant. Pour revenir à tes erreurs, si je peux me permettre, faut pas le prendre mal. Moi au début, quand je me suis lancé au tout début, pour moi dans ma tête, il fallait juste que je comprenne comment on calculait les lots avec MetaTrader. Là, pour répondre à ce type de questions, faut aller voir qui est derrière les marchés. Et là, on est sur du lourd, on est sur du sulfureux. Mon illusion, ça a été que je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Parce que tu sais, quand tu arrives la première fois sur les graphiques, on veut savoir là. Les grosses erreurs au début, vous voulez savoir, pas de souci. Et moi, tout l'été, c'était ça. Donc j'ai validé 1 compte, 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes. Fin d'été en extase, j'ai validé 5 comptes Propium chez Topstep. Moi, les gars, j'ai perdu 10 000 € en quelques heures. What? En quelques heures? Ouais. 10K. Comment tu fais toujours pour surmonter les moments de jeu? Mais pour en revenir à Brice, tu me disais que t'écoutais pas assez Brice, etc. T'en faisais un peu qu'à ta tête. Mais qu'est-ce qui t'a plu chez lui aussi? Qu'est-ce qui m'a plu chez Brice? Ok. Alors toi, frérot, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un petit peu, d'où tu viens, ton âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie et comment ensuite t'en es arrivé au trading? Alors moi c'est Paul, pour ceux qui me connaissent déjà. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui. Moi je suis passionné par le trading et par l'économie depuis bientôt 2 ans et demi, voire un peu plus. Et aujourd'hui je suis vraiment super content de faire ce podcast. Donc moi avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant je bossais en boulangerie. J'ai arrêté l'école en 3e pour me lancer directement en tant que boulanger, en CAP. Donc ensuite j'ai fait 2 ans de CAP, le CAP que j'ai obtenu. Ensuite j'ai fait 2 ans de brevet professionnel en boulangerie. Ok. Donc j'ai fait 4 ans de boulangerie. Et durant ces 4 ans de boulangerie, on en reparlera après, mais je suis tombé sur Brice. J'ai commencé à me former sur le trading. Donc en parallèle, je bossais en boulangerie. Et l'après-midi, en général, je bossais sur mon trading. D'accord. Et ensuite, au bout de 4 ans, j'ai arrêté la boulangerie complètement pour me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat du trading. Ok. J'ai pas dit mon âge, mais j'ai 20 ans. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai 20 ans. Je viens d'Alsace, du Haut-Rhin. Et puis, moi, je sais que dans la communauté, on est beaucoup quand même à venir d'Alsace. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Dans la communauté sur Discord, il y en a pas mal qui viennent de là-bas, donc. Ok, ouais. Donc en fait, t'es au tout début de ta vie et t'as déjà cette compétence d'être capable de faire de l'argent sur les marchés financiers. Exactement. Grosse chance, très grosse chance. Ouais. Ok, GG. Écoute, je vais me présenter un petit peu rapidement à mon tour du coup. Moi c'est Guillaume, j'ai 36 ans, je vais sur mes 37 en mars 2026. J'ai fait pas mal de choses avant. On va reprendre rapidement. Donc à partir de 2020, je lance une micro-entreprise de création de contenu vidéo, tournage, montage, post-production, notamment d'after-movie de soirée pour restaurants, boîtes de nuit, milieu de la nuit. J'ai pas eu les résultats que je souhaitais au bout d'1 an, donc je me suis dit autant trouver quelque chose qui me permette de faire de l'argent mais qui me corresponde plus. Et ce qui me correspondait le plus, c'était de ne pas forcément avoir à gérer, tu sais, des clients, etc. Donc je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc j'ai commencé par faire de la vente de formation, puis le marketing de réseau Futures Infinity, et c'est là que j'ai fait la rencontre avec Brice, où je me suis dit ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va basculer sur le trading, où là justement il y a plus cette notion de client, etc. Mais je savais pas que t'avais bossé en boîte de nuit, moi. Alors c'est pas que je bossais en boîte de nuit, c'est que moi j'étais prestataire, donc je proposais mes services de création de contenu à des restaurants, boîtes sur Villefranche, et moi je filmais les soirées, et après je faisais des after movies de soirée. Ah oui, d'accord, ok. C'est bien rémunéré ce genre de choses ou pas? Alors moi, sans curiosité. Quand j'ai débuté, je faisais ça 270 € hors taxe la soirée. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est bien payé.
Bah, c'est bien payé si tu fais ça tous les soirs. Tous les soirs, non. En un an, j'ai fait 1200 euros Ah oui. Mais de hors toute taxe. façon, il n'y a pas des soirées tous les soirs, c'est ça? Bah surtout c'est que c'était pas toutes les soirées pour lesquelles ils voulaient faire des after movies, et là où je suis à côté de Lyon, et moi je voulais pas aller sur Lyon même, je voulais aller sur une autre petite ville à côté, parce que je n'aime pas Lyon, j'aime pas cette ville. Enfin, c'est pas que j'aime pas cette ville, j'aime pas la ville en général. Et du coup, tu l'as dit, pour revenir un peu sur le trading et tout ce qui avec Brice. Donc toi au début donc toi tu l'as rencontré via Future Infinity. Hein. Ouais. Donc Ouais. au début t'étais avec Mehdi, c'est ça? Tu faisais la Rise Up? Ah ouais, bah oui, on part dans le trading au 1er janvier 2023, et au 1er janvier 2023, je n'atterris pas tout de suite avec Brice, j'atterris en fait avec Mehdi qui proposait sa Rise Up. Et en fait, qu'est-ce que c'est la Rise Up? La Rise Up, c'est en gros une stratégie de trading clé en main où on va observer des divergences de niveau de prise de liquidité de session, donc divergence entre session asiatique et session de Londres et session New York et ce qu'on appelle la London Close à la fin de la session New York. Donc divergence de session, et on le faisait entre Euro-USD et DXY, l'indice du dollar, mais il y avait aussi l'AUD-USD, le NZD-USD, et il y en avait peut-être une ou deux autres encore, et on checkait les divergences. Et quand il y avait des divergences, en fait, divergence sur les bas, on prend de l'achat, divergence sur les hauts, on prend de la vente. Il y avait encore d'autres petites subtilités, mais en gros, c'était ça. Et au bout de 2 mois, je me dis, bon, moi, je vois des graphiques, je vois des bougies qui montent et qui descendent toute la journée. J'en ai marre, je comprends pas ce que je fais. Je veux avancer. Et à ce moment-là, Brice, il lance en fait ce qu'on appelait Deep Knowledge à l'époque, où c'était en fait un petit groupe privé dans lequel Brice, il formait des élèves triés sur le volet. Et lui, il backtestait avec nous ce qu'il allait faire à plus grande échelle aujourd'hui sur le Discord avec la communauté, quoi. Okay. Donc là, on est Rise Up 1er janvier 2023 jusqu'à mi-mars 2023. Le lancement de Deep Knowledge sur Telegram, c'était à peu près cette période-là, à peu près mi-mars. Et c'est là aussi que du coup, j'ai pu me mettre aussi sur la formation de Brice, son cursus 2023. Et là, quand t'as regardé sa formation, tu t'es senti, comment dire, quand tu regardais, tu sentais que tu commençais à mieux comprendre les bougies, les graphiques, ce genre de choses. Ouais. Ça te paraissait plus clair, hein? Complètement. Ouais, complètement, parce que la formation de Brice, elle est ultra complète, et il part vraiment de la base. Mais avant peut-être de rentrer dans les détails de la formation de Brice, on pourra peut-être y revenir un petit peu après, mais peut-être parlons un petit peu du coup de notre lien avec Brice avant de rentrer un petit peu dans sa formation, parce que si on explique un peu sa formation, on va forcément devoir parler de l'approche qu'on a chez nous, qui est l'approche de la smart money, qui est un petit peu particulière. Donc du coup, Brice, pour nous, il nous a accompagnés dès le début dans notre arrivée dans le trading. Et toi, frérot, est-ce que tu peux commencer un petit peu à nous dire un petit peu comment est-ce que Brice il a pu t'aider, qu'est-ce qu'il t'a apporté déjà, quand est-ce que tu es rentré avec lui, détaille peut-être un petit peu comment t'es arrivé auprès de Brice, et ensuite comment t'as embrayé, qu'est-ce que tu as appris et comment tu as structuré ta vision des marchés grâce à Brice. Moi, au début, quand je me suis lancé au tout début, pour moi, dans ma tête, il fallait juste que je comprenne comment on calculait les lots avec MetaTrader. J'ai fait une fixette dessus pendant plusieurs semaines, plusieurs jours. Et pour moi, j'étais persuadé que quand j'arriverais à comprendre comment on calcule les lots, la technique, ça allait se faire en un claquement de doigts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris comment calculer les lots. J'ai regardé 2-3 vidéos YouTube. Ensuite, j'ai téléchargé MetaTrader. Une fois que j'avais compris comment calculer les lots, j'ai mis de l'argent sur MetaTrader. J'avais mis, je crois, 100-200 euros. Donc, j'ai mis de l'argent dessus. De l'argent que j'ai perdu, j'ai cramé le compte. Et ensuite, j'ai fait une petite pause pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite, je regardais encore quelques petites vidéos YouTube. Et ensuite, je suis tombé sur Manon, pour ceux qui la connaissent. Je suis tombé sur Manon et son approche du trading, ça m'a interpellé. Du coup, je l'ai contacté, je lui ai dit oui, où est-ce que tu t'es formé, etc. Elle m'a dit chez Brice, etc. C'est mon mentor, etc. Je lui ai dit est-ce qu'il forme lui? Est-ce qu'il forme encore à l'heure d'aujourd'hui? Elle m'a dit oui. Elle m'a mis en contact avec lui. Il avait déjà un site internet un petit peu fait, donc je suis allé voir son site internet. J'ai tout de suite j'ai tout de suite pris sa formation sans trop lui avoir parlé. Et là, en fait, tu as eu la chance de tomber directement sur la bonne personne, sur Manon, qui t'a renvoyé vers la bonne personne qui est Brice. Exactement. Donc j'ai pris sa formation et puis là, ça a été game changer. J'ai vraiment,
ces épisodes et tout, je vais même, là, je peux encore retrouver les messages, je l'ai envoyé, ah putain, c'est cool, il y a ça, il y a ça. Enfin, quand j'arrivais vraiment sur le site de la formation, franchement, c'était complet, j'étais content, je sentais que je m'étais pas fait arnaquer, je sentais que c'était une bonne personne quand j'ai commencé à lui parler, etc., etc. Et puis, c'est cool que, moi, après, je le rémunérais par mois. Tu sais, j'avais pris le paiement en plusieurs fois, comme ça, moi, ça me permettait voilà, de pas mettre tout l'argent d'un coup. Donc, c'était quand je bossais encore un peu. Et ensuite, quand j'ai eu fini de payer la formation, enfin, on en reviendra un peu après, mais j'avais réussi à me faire quelques payouts. Donc, c'est vrai que j'ai arrêté de travailler pour me lancer à temps plein dans le trading. Et puis voilà. Ensuite, j'ai découvert, j'avais appris que Brice, lui, formait avec les concepts donc de la smart money, donc d'ICT. Ensuite, je suis allé voir le core content d'ICT, je l'ai regardé. Je prenais les prises de notes à la main, j'imprimais les feuilles, je les collais, enfin bref, tout un truc. Et puis voilà, puis apparemment là, il va ressortir un mentorship pour cette année, donc ouais, peut-être pourquoi pas le regarder, quoi. Voilà. Yes. Voilà pour ma petite histoire, voilà. Ok, d'accord. Et c'est vrai que ICT et la smart money, c'est une approche radicalement différente que ce qu'on peut que toutes les approches qu'on a pu trouver jusque-là avec des indicateurs ou sans indicateurs, mais finalement support résistance, ce genre de choses qui sont en fait des choses très... Ouais, les gens qui sont rentables grâce au support, résistance, enfin, en fait, ils comprennent pas qu'en fait, c'est des patterns algorithmiques et en fait, ils sont rentables grâce à ça. Ils sont pas rentables grâce au support résistance. En fait, quand ils voient un pattern, ah oui, là, je le sens bien et tout, c'est parce qu'en fait, l'algorithme, il fait tout le temps la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ils repèrent juste des mouvements algorithmiques. C'est comme dans le temps, quand les gens ils tradaient les actions, le marché des stocks, il y avait pas encore les indices, il y avait même pas encore de bougies ou quoi. Mais en fait, avec les pourcentages, tu sais, des actions sur le marché des stocks ou le marché des matières premières, en fait, ils voyaient des patterns récurrents sans comprendre vraiment la fondamentale, mais en fait, ils voyaient qu'il y a des choses qui se répétaient. Donc, je pense que l'algorithme, il est présent vraiment depuis les tout débuts. En fait, depuis vraiment les tout débuts. Déjà, qui dit algorithme dit forcément technologie à base d'ordinateur, etc. Donc la mise en place de l'algorithme, je me rappelle, on avait fait un exercice avec Brice et la mise en place de l'algorithme, t'en trouves des premières traces dans les années 70. Ah oui, voilà, oui, quand même. Donc toujours... pour nous, oui, parce que c'est avant nous. Donc depuis toujours pour nous, oui. Pas pour quand ceux je parlais qui ont... je parlais plus des... Ouais. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'ICT, c'est une approche tout à fait particulière parce que la notion phare qu'ICT nous enseigne, c'est vous pouvez aller trader avec certitude les marchés uniquement en regardant les graphiques si vous le voulez, sans tenir compte de la fondamentale sur la plupart des marchés, parce que la livraison du prix est faite de manière algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire livraison du prix? Livraison du prix, ça veut dire quand vous voyez vos bougies qui montent et qui descendent sur votre graphique, ICT nous enseigne qu'en fait, il y a un algorithme de plus en plus performant. Il l'appelle IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, qui est chargé de faire cette livraison. Bien évidemment, sur les marchés comme les matières premières ou les métaux, etc., eh bien, il y a bien sûr une notion d'offre et de demande, mais si, mettons, là, ces dernières années, on a eu, je crois que c'était l'année dernière, on a eu une montée mais spectaculaire du cacao. D'ailleurs, on voit tous aujourd'hui la tablette de chocolat avec les noisettes, elle coûte 4 €. Et ça, en fait, cette montée du prix, il faut bien savoir que si concrètement, dans le monde réel, le cacao doit monter de prix, il montera. Ok, parce que c'est une question d'offre et de demande. Par contre, la manière dont le prix sera structuré pour atteindre un certain prix à un certain moment, vos order blocks, vos PDRA, vos mitigation blocks, pour ceux qui connaissent déjà tout ça, déséquilibre, etc., prise de liquidité, tout ça, ça marche, en fait. Donc, c'est des choses qui vont en parallèle. Donc, pour résumer, ICT, méthode particulière, on peut trader exclusivement de manière graphique parce qu'il y a des patterns qui vont se répéter à certains moments. ICT, c'est d'abord le temps, ensuite le prix. Le temps, qu'on le regarde sur l'année, il y a des structures qui se passent à différents moments de l'année. Qu'on le regarde en intraday, il y a des moments de la journée. Session Asiat, session de Londres, New York AM, New York PM. Donc du temps et du prix avec ICT. T'as quelque chose à rebondir sur tout ça? Bah oui, parce que comment, sur les marchés des matières premières, par exemple sur le marché du porc,
Par exemple, en été, il y aura tendance à ce que le prix monte. Pourquoi ? Parce que les gens ils font des barbecues ou fin d'année, il y a quoi ? Il y a le Nouvel An chinois. Donc si vous allez observer tout ça, vous verrez qu'en général, pas tout le temps, mais en été et en fin d'année, le prix du porc il augmente. Donc votre graphique il augmente et vous verrez qu'il y a des patterns, des order blocks, des breakers, tout ça, qui se forment avant ces événements-là et pour pousser le prix à la hausse. Et vous pouvez aussi voir que sur le marché des stocks, si vous observez le marché des stocks, comme vous analysez le Nasdaq, l'euro USD, etc., vous pouvez faire les mêmes choses, même sur le marché des stocks, tout ce qui est Apple, Tesla, Amazon, enfin, voilà, le marché des stocks, et vous verrez que le prix est algorithmique également. Voilà ce que j'avais à rajouter pour ce que tu as dit, sinon totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Ouais, et là tu touches un truc qui est vraiment génial parce que pour ceux d'entre vous qui sont curieux et qui ont envie de remonter dans le temps, par exemple, vous pouvez aller voir en 2001, qu'est-ce qui s'est passé au moment du septembre. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez aller voir la crise de 2008. La crise de 2008, les marchés, ils étaient déjà mais bearish de ouf. Ah ouais. Et au moment de la crise, en fait, il y a juste eu... Ils formaient déjà les patterns, ouais. Ouais, il y avait déjà eu En fait, au moment de la crise de 2008, c'était les dernières bougies qui ont terminé le mouvement et après on est reparti sur un truc. Et en plus à ce moment-là, si on observe le ES et le NQ, on peut voir qu'en 2008, il y a une putain de divergence haussière qui s'est formée sur le bas. Et juste avant le crack de 2008, il y a eu une divergence baissière qui s'est formée entre ES et NQ. Donc en fait, voilà. Pour les curieux qui veulent aller voir. Ouais. Et là, en fait, on va pas poser de réponse parce que nous-mêmes, on est toujours en réflexion. Hein. Comme on vous l'a dit, on a à peu près 2 ans et quelques dans le trading, donc on a beaucoup de choses à apprendre, y compris sur ce qui s'était raconte. Mais on se rend compte que les marchés, c'est difficile de se dire, oui, mais est-ce que le marché savait ce qui allait se passer, etc. C'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait, là, pour répondre à ce type de questions, faut aller voir qui est derrière les marchés. Et là, on est sur du lourd, on est sur du sulfureux. Et si vous faites votre travail et que vous cherchez l'argent, en fait, l'argent, c'est une des seules choses qui ne ment pas dans ce monde. Et cherchez l'argent, cherchez la structuration. Cherchez l'argent. Ouais, cherchez l'argent. Cherchez Charlie. Ouais, non, mais Cherchez Charlie. Où est Charlie ? Où est Charlie ? Où est la money ? En fait, c'est pareil, c'est la même question. Et dans ce flot de pognon, vous rendrez compte qu'en fait, la structure du système monétaire mondial, c'est toujours la même chose. Vous trouverez des banques centrales, et ces banques centrales font partie d'un club de banques centrales. C'est comment ça s'appelle déjà, frérot ? La BRI. La BRI, la BIS. La Banque des règlements internationaux, ou voilà, BIS, Bank en of Suisse. International Settlement. Factuellement, oui, voilà. il y a un bâtiment en Suisse où se réunissent... c'est la banque des banques centrales, en gros. Voilà. C'est la banque des banques centrales. Voilà. Où se réunissent un club des représentants de 63 banques centrales mondiales et qui gèrent un petit peu les affaires du monde. Vous pouvez trouver leurs rapports, trouver leurs préconisations, parce qu'ils ont des préconisations pour l'avenir du système monétaire, pour ces choses-là, etc. Les rapports de la BIS sont trouvables gratuitement sur Internet au format PDF, vous pouvez y aller. Et aussi, juste je rajoute un dernier truc après, voilà. Dans leurs rapports, ils sont pas obligés de tout dire, tout ce qui a été dit aux réunions. Il y a des trucs qui peuvent rester totalement, c'est libre à eux. Hein. Totalement confidentiel. En fait, ils notent un peu ce qu'ils veulent. Voilà, ce qu'ils veulent. Voilà. Donc en fait, le rapport public, c'est un petit peu leur communication au public et aux initiés qui font partie du public, parce qu'on peut être relativement initié à certaines choses, mais faire quand même partie du grand public et d'être capable de lire entre les lignes ce qu'ils nous racontent. Allez faire vos petites recherches. Et une dernière petite pépite, vous pouvez, je vais vous afficher à l'écran là la vidéo sur un podcast de Danny Jones, pour ceux qui parlent couramment l'anglais. Il y a eu la disparition aux États-Unis de plus de 21 000 milliards de dollars qui ont été siphonnés via des systèmes de fraude sur les prêts hypothécaires. Et la femme qui est interviewée dans le podcast de Danny Jones a bossé justement pour la Fed. Elle a officiellement bossé pour la Fed, elle a creusé et elle s'est rendue compte de tout ce qu'on raconte, c'est pas des conneries, c'est bien la Fed, la Federal Reserve américaine, c'est bien un cartel bancaire privé, il y a pas de... So first of all, what is the Bank of International Settlements and how are they tied to this breakaway civilization? So the Bank of International Settlements is a
central bank of central bank. So the 63 largest, most important central banks in the world belong to the BIS. The top central bankers meet there regularly. They have a group called the Financial Stability Board that defines systemically important institutions, which to me appear to essentially get some of the benefits of their sovereign immunity. And they have the power to move money and hold it on their balance sheets secretly. So if there's 21 trillion missing from the U.S. government, in theory, you could move that 21 trillion to the BIS and have it sit on the BIS all day long and use the BIS to move it to lots of countries who then donate to the Gates and Clinton Foundation, for example. Moi, mon illusion au début, je pense pour beaucoup de gens, ça a été qui dit trader dit grosse voiture, grosse maison, etc. Sauf que ça vient vraiment avec le temps. Ça se fait vraiment pas rapidement. Les illusions que j'avais, comme je l'ai dit au début, c'était que pour moi, j'avais juste à apprendre comment calculer des lots, etc. Et ensuite, la technique, ça allait être fait en un claquement de doigts. Sauf que la réalité est tout autre. Apprenez déjà la technique et ensuite, voyez comment vous allez vous y prendre, si vous allez vouloir prendre des propres firmes, des comptes fonds propres, etc., etc. Mais pour en revenir aux illusions, mes illusions. Ouais, c'était surtout que je pensais vraiment que quand j'avais commencé à trader, ça allait changer radicalement ma vie, etc., etc. Alors oui, ça la change radicalement, mais pas sur le point monétaire. Ok. Le trading, c'est quoi? C'est une école de la vie. Donc oui, ça va t'apprendre beaucoup de choses, ça va te mener à t'intéresser à d'autres sujets auxquels tu ne serais jamais intéressé en temps normal. Donc en fait, comme tu disais, un coup tu m'as dit, il faut accepter le processus. C'est quoi que tu me disais? Tu disais une phrase, Guillaume. L'idée, c'est que si on se focus uniquement sur le résultat et que on brade tout le chemin pour y arriver et qu'on force pour y arriver sans kiffer le chemin, au moment où on mange le gâteau est fade, il est pas bon, tout ça pour ça. Mais je pensais que ça allait être hyper génial d'être là. Ouais, mais parce qu'en fait, ça aurait pu être hyper génial pour toi d'en arriver là si tu avais kiffé chaque seconde pour y arriver. Chaque pas que t'as fait, exactement. chaque renoncement sur toi-même, chaque abnégation, chaque moment où où t'as fait preuve d'humilité et de te dire ok, là j'ai fait une erreur, je reviens dessus, je recule de un pas pour en faire deux en avant, tu vois. Et en fait, kiffer le voyage, c'est ça l'idée. Ouais. Kiffe le voyage pour kiffer le résultat. Ça peut être contradictoire, mais mon illusion, ça a été que je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Ah, c'est vrai. Que en fait, ça allait être complexe, que d'un point de vue technique, surtout que ça allait être complexe. Parce que tu sais, quand t'arrives la première fois sur les graphiques, t'es là, putain, c'est quoi ces trucs, tu vois, c'est quoi ces bougies? Tu vois, je me rappelle encore, quand j'ai fait mes premiers pas sur TradingView, putain, tu vois ça, tu te dis, mais attends, comment je comprends ça? Tu vois, donc dans ta tête, ça fusionne, tu te dis, putain, comment je vais apprendre ça, comment je vais faire, etc. C'est trop dur à comprendre. Là, je te parle vraiment des tout débuts. Et c'est vrai que mes illusions, ça a été, c'est réservé à une élite. Voilà. En fait, c'est plus ça a été réservé, c'est pas fait pour moi, c'est pas réservé à moi. Et au final, voilà, c'est venu comme ça. Après, je l'ai déjà dit, Manon, Brice, etc. Donc, ça m'a débloqué tout ça. Mais mon illusion, au début, ça peut paraître contradictoire, mais effectivement, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Sauf que, en vrai, c'est faux. C'est la technique, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est plus la psychologie. Hein. On le dit souvent, c'est 80% de psychologie, 20% de trading, etc. Mais quand on dit ça, c'est pas des blagues. C'est vraiment la technique. ICT le dit. Hein. Quand vous avez regardé suffisamment de vidéos, que vous connaissez suffisamment de concepts, prenez un bout de papier ou une feuille et notez votre plan. Si votre plan il est trop long, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites encore. Par exemple, si votre plan il fait juste 2-3 lignes, c'est que vous avez compris comment fonctionne le truc. Et ensuite, pour parler plus de mes erreurs, ça a été de vouloir aller trop vite, alors qu'il faut prendre le temps. Regarder vidéo par vidéo, faire les exercices que Brice me demandait. Les exercices qu'ICT dit de le faire aussi. Dans le core content, il y a pas mal d'épisodes où il parle d'exercices. Faut prendre des notes, faut tenir un journal de trading, etc. Donc en fait, le plus dur, c'est vraiment tout l'aspect qui est à côté. L'illusion que je m'étais faite, c'était que
voilà, fallait que j'apprenne à calculer mes lots, etc., que c'était compliqué, etc. Et pour les erreurs, voilà, vouloir aller trop vite, ne pas prendre le temps, etc. Ok. Ok, et c'est dingue hein, que tu nous dises qu'en fait finalement toi ton illusion c'était de te dire que c'était trop compliqué alors qu'en fait si je prends un peu mon cas moi ça va pas être trop ça mon illusion, mais je trouve encore qu'il y a des choses compliquées, mais en fait Mais c'est compliqué pour toi dans ta tête, je pense. Oui, c'est pas d'un point de vue graphiquement parlant. Non, ouais, c'est ça. Alors comme tu l'as dit, t'as vraiment mis le point sur la psychologie, et ça c'est vraiment un truc sur lequel je vais mettre un point d'honneur à travailler. Donc là, je vais peut-être vous montrer par exemple la grille que je suis en train de mettre en place, qui nous a été partagée par mail. Mais l'illusion vraiment que j'ai eue, moi, c'était pas trop ça, parce que aujourd'hui c'est encore compliqué. C'est encore compliqué en cela que tous les jours on va utiliser les mêmes briques, mais tous les jours, elles ne s'assemblent pas forcément de la même manière. Et passer de « je connais techniquement les breakers, les PDRS, ceci, cela », à passer à un narrative. C'est-à-dire, tu regardes un graphique, et là, tu commences à regarder, mettons, dans tes hauts time frames, ce qui se passe, et tu notes des niveaux clés de réaction mettons en daily, et tu passes en H1, et là tu vas voir que ah ouais, mais là en fait au niveau par exemple des 50% d'une ancienne mèche daily qui est en dessous du cours du marché actuel, tu vas te retrouver par exemple avec un balance price range qui se forme. Donc par exemple une mèche, un corps, une autre mèche, et là tu vas savoir que dans cette zone, si le marché retombe dedans, il y a de fortes chances qu'il y ait un barrage au prix pour le propulser plus tard à la hausse. Et là tu commences à développer une idée de te dire ok, donc on a un marché en tendance haussière, on a un niveau probable de réaction en daily, en 1 heure on a aussi un niveau probable de réaction, les deux sont confluents à peu près au même niveau. Je sais que si le marché retombe là-dedans et que je vois le marché qui commence à redévelopper de l'achat après cette baisse, en plus au bon moment, session AM, admettons après une CPI, parce que là j'ai eu l'exemple récemment, je vous raconte un exemple que j'ai eu sur la CPI de la semaine passée, et que derrière il structure de l'achat, là on va être sur un achat à haute probabilité. Et passer de je connais la technique à j'arrive à emboîter ces concepts dans le contexte ici maintenant pour arriver à être prédictif, là c'est là que la magie opère. Donc séparer par petits bouts les PDRA, etc., c'est quelque chose. Passer aux narratives, ça pour moi c'est la grande étape pour passer vraiment du débutant à un niveau intermédiaire. Ouais. Et je pense que pour revenir à tes erreurs, si je peux me permettre, faut pas le prendre mal. Enfin, c'est pas vraiment une erreur. Démonte-moi, frérot. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? C'est pas une erreur. Je pense que c'est plus une illusion. C'est que tu t'es fait une illusion du perfectionnisme. Alors peut-être plus maintenant, mais avant c'est ce que je trouvais. Je te l'avais déjà dit d'ailleurs. Tu cherches trop la perfection, et je pense que c'est un défaut dans le trading et dans ton trading, mais c'est une qualité dans d'autres aspects de ta vie, dans d'autres activités. Complètement. Dis-moi si je me trompe. Complètement. Et ça, tu vois, trop perfectionniste. Faut. Le perfectionniste, ça tue le trader. Je suis persuadé que ça tue le trader. Alors, au bout de plusieurs années d'expérience, bien sûr qu'on peut chercher plus la perfection, mais au début, quand on n'a même pas fait encore un payout, il ne faut surtout pas chercher la perfection parce que ça va vous tuer. Là, tu vois, tu mets le point sur quelque chose. C'était pas vraiment une erreur, mais c'était plus une illusion pour toi, je trouve. Voilà. C'était plus l'illusion que tu t'étais faite du trading, mais pas vraiment une erreur. Possible, et sans que j'en ai conscience, effectivement. C'est l'idée de se dire, je cherche à avoir ça sur le graphique, et si je l'ai pas, je rentre pas. Ouais, mais si t'as toutes les étoiles qui s'alignent, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà calculé, c'est 2 fois par an. Et puis après, tu nous as pas parlé de tes erreurs, mais... on veut savoir, là. Les grosses erreurs au début, vous voulez savoir, pas de souci. Les grosses erreurs au début, je dirais que c'est de pas assez écouter Brice, de ne pas assez écouter notre mentor. Ouais. Et de ne pas se plier à, voilà, si ton mentor il te dit de faire ça, fais-le et tu verras pourquoi en fait. Tu verras ce qui va émerger de ça. Parce que ok, c'est très bien de faire le chemin par toi-même, et tu feras des erreurs desquelles tu pourras tirer des conclusions qui vont en fait te ramener vers une bonne ligne, mais c'est juste que au lieu de faire ça pour arriver là, en fait t'écoutes ton mentor, ça va faire peut-être plus quelque chose hop vers le mais de toute façon t'es obligé. Mais t'es obligé de pas écouter, t'es obligé aussi, donc c'est bien. Faut que tu saignes au début, faut que tu saignes. Mais
mais pas trop non plus. Pas trop non plus, parce qu'il y a des fois, tu peux te cramer les ailes et tu peux te faire des cicatrices très profondes qui peuvent t'influer pour... Donc, grosse erreur pour moi, pas écouter assez mon mentor, et l'illusion du timing, de se dire, allez, Brice, là, ça fait 1 an que je suis dans le trading, là, mais comment ça se fait, je suis pas rentable, machin. Brice, ça fait 2 ans que je suis dans le trading, là, comment ça se fait que je suis pas rentable? Brice, ça fait 2 ans que je suis dans le trading. Trop d'attente. Trop de pression à se dire, là, ça fait tant de temps, il faut que je sois rentable, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Alors qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait avant, kiffer le processus. Tu y mettais trop d'attentes. Trop d'attentes. Trop d'attentes envers toi-même, trop d'attentes envers moi-même. De toute façon. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que là, depuis que tu t'es trouvé un taf, je trouve que ça va mieux. Non? Ouais. Et en plus, mon taf, alors, je pense que à la longue, il faudra vraiment que je me préserve au niveau psychologique parce qu'il me prend presque 30 heures par semaine. Et puis, ça te permet de penser à autre chose, de pas être tout le temps devant les écrans, devant ci, devant ça. C'est super important d'avoir un truc à côté, bien sûr. Complètement. Mais pour en revenir à Brice, tu me disais que t'écoutais pas assez Brice, etc. T'en faisais un peu qu'à ta tête. Mais qu'est-ce qui t'a plu chez lui aussi? Qu'est-ce qui m'a plu chez Brice? Ouais. Déjà, Brice, c'est quelqu'un qui ne juge pas, qui a un calme déconcertant parfois, parce que il y a des fois des trucs inquiétants. Non, peut-être pas inquiétant non plus, mais assez déconcertant quand tu vois. Voilà, de toute façon, dans les communautés, il y a toujours, on est sur de l'humain, donc il y a des tas d'humains qui interagissent entre eux, donc il y a forcément des malentendus, des moments où ça couaque, des moments où un tel est pas d'accord avec un tel. Et Brice au milieu de tout ça, mais c'est l'œil du cyclone, quoi. C'est l'endroit dans toute la tempête où tout va bien. En fait, tout est calme. Rien n'est grave, rien n'est. Mais après, Brice aussi, c'est quelqu'un quand il va te former, qui va être vachement carré, te dire, fait les choses comme ci, comme ça, comme ça. Il a son processus, vous pouvez le voir dans son cursus 2023, où c'est très carré. Mais d'un autre côté, allez Brice, tu me pardonneras ça, mais allez, on va quand même le lâcher. Hein. Des fois, tu fais preuve d'une, pas nonchalance, mais on s'en rapproche, ou vraiment des fois... Moi, je dirais d'une nonchalance. Moi, je dirais vraiment d'une nonchalance. Allez, Paul, il l'a balancé, nonchalance, le mot a été lâché. Ou vraiment à la cool, quoi. Et au milieu de tout ça, en fait, il y a vraiment malgré tout un équilibre et une cohérence qui se dégage. Et c'est ce que j'ai aimé, C'est ce que j'ai aimé le plus chez lui, tu sais, il complexifie vraiment pas les choses. Surtout, ça m'a beaucoup aidé vis-à-vis du trading, tu vois. Il complexifiait rien, il simplifiait tout. Et en fait, il te laissait faire ta propre expérience et il te laissait faire ton propre plan. Voilà, il t'imposait pas, il te disait pas oui, mais il faut faire ci, ça. En fait, dans la formation, tu sais, il te balance plein de concepts. Et après, c'est à toi de prendre, il le dit plusieurs fois dans la formation. Prenez ce qui vous convient le mieux, tu vois. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui peut plaire comme quelque chose qui peut être déroutant pour certains. Notamment moi. Oui, je peux comprendre. Ouais, parce que moi je suis un dévoreur de connaissances, donc je pense qu'aujourd'hui techniquement je connais pas mal de choses. Il y a des tas de trucs que je pourrais encore aller voir plus loin et tout, mais je me suis mis des bornes. J'ai dit stop. Par exemple, la fonda, je n'irai pas voir la fonda tant que je ne serai pas rentable aujourd'hui avec ce que je sais déjà. C'est clairement, j'irai pas. Et j'irai pas binge-watcher encore du contenu, etc. J'ajouterai juste des anecdotes, j'ajouterai juste des connaissances ça et là, des petites pépites à droite à gauche à ajouter, mais c'est tout. Tu penses le regarder son prochain mentorship à ICT? Celui de cette année? Non. Si. Ok. Pas encore. Je le ferai pas en live. Déjà parce que j'ai pas le temps. Et aussi parce que j'ai assez à faire avec ce que je sais déjà. Ouais, bien sûr. Parce que tu le sais, Mentorship 2024, moi je l'ai suivi à fond. J'ai des notes détaillées sur les 49 vidéos. Je crois que la seule vidéo que j'ai pas faite, c'est la toute dernière du Mentorship 2024 parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais Guillaume, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, tu vois, le gars. Non, mais il est même pas fichu de finir le Mentorship d'ICT. Le gars, il te fait des vidéos de 4 heures. Derrière, il prend des notes. Ça lui prend 12 heures de prendre des notes sur une vidéo de 4 heures. Il l'a fait 48 fois d'affilée. Il a pas été foutu de le faire une 49e fois. Mais c'est n'importe quoi. Branleur, voilà. Non mais voilà, c'est un sacré boulot de se plonger dans le contenu d'ICT. Enfin bref, on va pas trop développer, je pense, sur le côté technique et les mentorats. Je pense qu'on en a dit assez. Peut-être se recentrer un petit peu rapidement du coup sur les anecdotes parce qu'on en a forcément. Toi, Paul, est-ce que tu as une anecdote à nous balancer qui t'a marqué sur ton parcours? J'en ai une, mais je te laisserai la dire avant, toi. Moi? Pas ton anecdote à toi, ouais. Ok.
Ça marche. Je te laisserai dire avant. Ok. Alors en fait, c'était au moment où j'ai validé mes premiers comptes financés en Propium. Et en gros, c'était l'été dernier, non? Ouais, c'est ça, c'était l'été 2024. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrive sur les indices parce que moi j'ai fait ma première année, donc 2023. C'était que sur l'euro USD, que ce soit sur la Rise Up ou sur la formation de Brice, j'étais que sur l'euro USD jusqu'à avril 2024. Où là, j'ai dit bon, vas-y, on va faire un break. Et là, je suis passé sur les indices. Et là, en fait, sur les indices, j'ai eu un déclic, ça se passait bien et les marchés, ils avaient pas du tout la même tête, quoi. 2024, c'était vraiment un marché hyper trendy sur le Nasdaq. Bien sûr. On rentrait un peu en bas. Ouais, on rentrait un peu en bas dans la journée. On savait qu'on finissait smart money entre 100 et 150 points plus haut. Voilà, plus haut dans la journée, c'était top, quoi. Et moi, tout l'été, c'était ça. Donc, j'ai validé 1 compte, 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes. J'ai validé 5 comptes. En extase. Fin d'été, en extase. J'ai validé 5 comptes Propium chez Topstep, 50K validés. Et arrivé en septembre, je les perds les uns après les autres. Bam, 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 bam. Le contexte de marché, il avait changé et ce que je faisais ne marchait plus tout à fait de la même manière. Et j'avais pas en fait assez de level pour comprendre ce qui se passait et comprendre le contexte de marché dans lequel on évoluait. Et ça, en fait, ça m'a mis mais en bas, frère. J'ai validé 5 comptes, je les ai tous cramés derrière et j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Et toi, du coup, est-ce que tu as une anecdote à nous lâcher? Ouais. Moi, les gars, j'ai perdu 10 000 euros en quelques heures. What? En quelques heures? Ouais. 10K, ouais. Oh, évaporé. Je sais pas où ils sont maintenant. Je sais pas où ils sont. Ils doivent être entre les mains des marchés financiers, quoi. Non, mais comment ça s'est passé? Chez Apex, pour ceux qui connaissent Apex, j'avais donc un compte. En fait, non. Avant, j'avais beaucoup de comptes chez plusieurs prop firmes. J'avais chez Topstep, chez MyFunded Future, chez Apex. J'avais plein de comptes validés, plein de comptes funded. Et c'était plusieurs mois où j'avais enchaîné pas mal de payouts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Excès de confiance, etc. Et quand on a un excès de confiance, on est plus sain. C'est plus sain, il y a plus rien de sain dans le trading parce que on en veut toujours plus, hein, c'est la nature humaine, on en veut plus, on se sent indestructible, on sent que plus rien ne peut nous arrêter, on sent qu'on a découvert un secret que personne ne connaît. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Retour de bâton, gros retracement, OK? Ce qu'il faut que vous imaginez, c'est que j'étais en pleine extension pendant plusieurs mois, 2-3 mois, j'étais en pleine extension. Là, Paul, il parle pas du marché, il parle de ses payouts et de son PNL, hein, donc de son profit. Là, il était en profit, il montait du profit. Vas-y, continue. Voilà, extension. Boum, big retracement. Donc là, je crame plusieurs comptes. Voilà. Enfin bref, je crame tous les comptes. Mais il en restait un compte Apex que j'avais pas trop touché. Et sur ce compte Apex, j'avais fait quoi? J'avais fait 5 payouts. Et au bout du 6e payout, tu peux retirer tout ton PNL que tu as accumulé au fil du temps. Et moi, j'étais monté à 12 000 de PNL et ensuite j'avais fait un retrait de 2 000 de PNL. Donc il me restait 10 000 de PNL sur mon compte 50K. Ok. Et là, au même moment, il y a Apex qui me contacte par mail, etc. Oui, bonjour, on vous a repéré, machin. On aimerait peut-être vous passer en live, etc., etc. Donc déjà, ça te met encore une pression. Déjà que j'étais sous pression, déjà que j'avais un poids, on me rajoute ce poids. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, j'avais déjà cramé plusieurs comptes. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai une pression, j'envoie un message à Brice, je lui dis putain, écoute, il y a Apex qui m'a contacté, trop bien, félicitations et tout machin. Donc là, tu peux les retirer. Il me dit, je lui dis non, il faut encore que je fasse 5 jours à plus $100. Et là, il me dit oui, mais fais attention quand même, prends ton temps, tranquille, parce que 10 000 euros, ça peut partir très vite. Et moi, je lui dis non, faudrait que j'aille quand même assez fort, tu vois. Et il me fait ouais, ok, tant mieux si tu le dis et tout, c'est cool. Voilà, 2 jours après, il y avait plus rien. Wow. Donc j'aurais dû écouter mon mentor. Ouais. Et c'était quoi? J'avais réussi à faire, parce qu'en fait, avec Apex, il fallait que je leur envoie des mails tous les soirs, des screenshots, fallait que je traduise en anglais, etc. C'était la merde. Ça me faisait chier. D'ailleurs, tu m'avais aidé un peu là-dessus. Ouais, je me souviens. Ouais. Et en fait, c'était un poids énorme, une pression énorme. Mais j'avais quand même réussi à faire 2 jours à plus 100. Ok, je m'arrêtais vraiment dès que je faisais plus 100, je m'arrêtais déjà rien que j'étais tellement sous pression que dès que je faisais 100, j'étais stressé, tout de suite, j'avais peur, je coupais.
Alors que d'habitude, les trades, je peux les laisser courir, tu vois, je coupe mon écran, je sais gérer ça, mais là, je n'arrivais plus à gérer. Je n'étais plus maître de moi-même. Ok. Donc, je fais quand même 2 jours à plus de 200, donc là, il me manque 3 jours. Mais en fait, plus les jours passaient, plus j'avais une pression qui me montait, en fait. C'était tellement dur à gérer, je dormais mal, je mangeais moins bien, etc. Enfin, vraiment, ça a de l'impact psychologiquement, hein. C'est pas à prendre à la légère, quoi. Et un beau jour, en fait, c'est comme si je voulais m'en débarrasser. Voilà, comme si ce poids, je voulais m'en détacher, je voulais que ce soit fini, je voulais que ça s'arrête. C'est comme quand vous avez une évaluation à l'école ou vous avez un gros examen. Quand vous sortez de l'examen, même si vous savez que vous l'avez raté ou quoi, vous avez un poids qui s'enlève automatiquement. Vous êtes là, au moins c'est fini, au moins c'est fait. Si je l'ai ou je l'ai pas, je sais pas. En tout cas, toutes ces pressions, c'est fini. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses. Et ben moi, c'était pareil. En fait, je me suis mangé 1 stop loss, 2 stop loss. Sauf qu'en fait, ça m'a énervé. Je voulais rattraper un peu ma perte, mais j'en avais marre de tout ça. Du coup, je suis allé en mini. J'étais un peu énervé, j'étais en tilt. Et puis en mini, bah ça va beaucoup plus vite, hein. Et au final, j'ai passé, je crois, 5-6 heures dans les graphiques. D'habitude, je suis 2 heures max. Là, j'étais 5-6 heures. J'ai fait la lunch, j'ai fait la PM, j'ai fait la AM, j'ai fait... Oh là là, c'était horrible. Ok. J'ai pas déconnecté des écrans. Et puis après, ça allait tellement vite en mini. Puis il y a un moment, il me restait 3-4 PNL. Et puis j'ai tout envoyé d'un coup. J'ai pas mis de stop loss. Et puis le trade, il est tout simplement parti dans le mauvais sens. Et puis après, j'ai reçu le mail d'Apex, compte failed. Et puis maintenant, encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis banni de chez eux. Wow. Je peux plus prendre de compte chez eux. Alors, attention, Apex paye, hein. C'est une propre firme qui paye. Mais là, je sais pas pourquoi, dès que ce compte a été cramé, ils m'ont, et pourtant, je leur ai envoyé un mail pour savoir si je pouvais reprendre des comptes chez eux, etc. Ils m'ont dit non. Donc voilà, donc c'est vrai que maintenant, si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que maintenant, après voilà, je suis parti en vacances, j'ai revalidé quelques comptes, etc. Mais moi, maintenant, j'ai décidé de me lancer en fonds propres, de créer ma propre société. Ouais, ok. Ok. Parce qu'en plus, ouais, toi, ça a eu un impact assez conséquent parce que Apex, ça reste une propre firme majeure dans le game. Et Apex, pour moi, quand on est un trader et qu'on a envie de rester un peu dans le monde des propres firmes, alors bien sûr, faut pas se marier avec une propre firme, mais pour moi, c'est une propre firme avec laquelle tu as envie de t'engager sur le long terme parce que c'est eux qui proposent les plus hauts capitaux en matière de rémunération. Si tu peux avoir jusqu'à 20 comptes avec eux, c'est énorme. Tu les mets en simultané. Si t'es réglo, enfin si t'es carré, que tu sais gérer ton money management, que tu fais pas de tilt, etc., tu peux naviguer très longtemps avec eux et faire de l'argent fort et longtemps. Et Mélanie le prouve très régulièrement, Apex Pay. Mais toi, du coup, en fait, t'étais au moment où il y avait possiblement une bascule, c'est-à-dire qu'en fait, parmi les traders qui se payent chez Apex, t'étais déjà là, donc tu sortais un petit peu du lot de tous les traders qui en fait Apex prend de l'argent parce qu'ils sont pas rentables, et non seulement t'en étais là, mais en plus tu sortais du lot parmi les traders qui étaient rentables chez eux parce que tu étais sur le point de passer sur un compte live avec eux. Donc eux, ils étaient en train de se dire est-ce qu'on va pas le passer en live avec des vrais capitaux? Et là, d'un seul coup, bram, tu crames tout et tout d'un coup. Et là, eux, d'un coup, au moment où ils s'intéressent à toi, du coup, t'avais déjà l'œil qui était sur toi. Et là, l'œil, qu'est-ce qu'il voit? Dame, il a tout cramé. Me disait, et là, terminé, on veut plus entendre parler de toi. Au revoir, quoi. Mais Mélanie me disait que c'était fait exprès, hein. Qui t'envoie des mails comme ça, c'est volontairement pour te mettre une pression. Pour te mettre une pression. Pour tester comment tu réagis. C'est volontaire. Ouais. C'est volontaire, ouais. Donc au final, cette épreuve avec Apex, autant sur le moment, ça a été hyper dur à gérer, d'encaisser les pertes, d'encaisser aussi tout le stress émotionnel qui va avec. Mais derrière, toi, t'as quand même su gérer ça, notamment avec l'été que t'as passé, qui t'a permis de faire un break un peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'as vécu ce break et comment t'as pu transiter au cours de cet été et repartir sur des bonnes bases? Très bonne question. En fait, je me suis bien ressourcé en vacances. Ça permet déjà de changer d'environnement. C'est très important, l'environnement dans lequel on est dans la vie de tous les jours, au quotidien. Prendre des vacances, c'est plus que se reposer. C'est vraiment sortir de sa zone, de ses habitudes, de sa routine. Et en fait, ça permet quand t'es devant un bureau, t'as tes écrans, tu vois, ton cerveau, il voit toujours la même chose. Donc, en fait, si t'as des traumatismes qui ont été, par exemple, sur ce bureau-là, quand j'ai eu ma grosse perte, si je m'en détache pas assez rapidement, si je m'éloigne pas
ce traumatisme, ça va être très compliqué pour moi de rester au même endroit et de travailler dessus. Mais travailler sur son mental, sur se ressourcer, etc., en dehors de chez soi, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que même si vous pouvez pas partir en vacances, quand il vous arrive ce genre de choses, partez juste marcher dans la nature, ou je sais pas, prenez-vous un petit week-end ou quelque chose si vous le pouvez. Si vous pouvez vraiment pas, essayez juste de faire un gros break sur le trading. Mais moi, les vacances, elles m'ont vraiment permis, rien que ça, hein, de partir de ma zone, de ma routine, etc., de vraiment penser à autre chose. Parce que quand on est trader, on est tout le temps connecté au marché, donc couper des marchés, couper même des communautés. Faut pas hésiter à couper les communautés, les télégrammes, les Twitter, etc. Faut vraiment, même rien que le week-end, c'est super important de tout couper, couper tout ça, couper les réseaux, couper tout ce bruit qu'il y a autour de vous. Et je vous assure que votre semaine de trading, elle vous paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus détendue, beaucoup plus sain. Et partir en vacances, surtout que moi je suis parti, j'ai eu la chance de partir à beaucoup d'endroits cet été, même cette année. Et ça m'a grandement aidé dans mon élévation de moi-même. Ok, je crois pas beaucoup à la spiritualité. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'arrive pas à prononcer le mot. Spiritualité. Mais là, spiritualité, voilà, merci. Mais je sentais vraiment et même en ce moment, je sens que je m'élève vers quelque chose de plus grand, qui est plus fort que l'argent, plus fort que tout le reste. C'est juste en moi, j'apprends à travailler sur mes émotions, et en fait, ça se fait tout seul. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que je voulais travailler sur mes émotions, mais je me forçais. Sauf que là, en fait, ça vient juste tout seul. Ça se fait tout seul. Et je pense que c'est avec les vacances, parce que pour tout vous dire, ça va faire un mois et demi que j'ai pas tradé, que j'ai pas cliqué sur un bouton acheter ou vendre. Et franchement, ça fait un bien fou de déconnecter de tout ça. C'est, comme disait Adrien, c'est un travail. Même de faire ça, c'est un travail. Passer du temps avec ses proches, c'est prendre du temps pour soi, c'est important. Ça peut être vu comme un travail. Ouais. Et si je comprends bien, en fait, ouais. ce break prolongé, ça t'a aussi permis de comprendre que, le mieux, c'est de pas attendre qu'il y ait une période de crise majeure pour se forcer à un break prolongé. Exactement. Que c'est très bien de se faire un break prolongé, une fois par an l'été, ou même se faire des vacances régulières, un peu en mode vacances scolaires du trading quelque part, mais que c'est aussi une hygiène à avoir un petit peu tous les jours dans sa capacité à être focus le temps qu'on a à agir sur les graphiques, et aussi défocus et faire complètement autre chose dans sa journée, dans ses soirées, dans ses week-ends. C'est super important, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est pour ça que toi, le fait que tu as un travail la journée, c'est super important, parce que tu es avec des enfants, donc t'as plus le temps de penser au graphique, donc indirectement tu décompresses sans le vouloir. Comme tu l'as dit avant, tu prends des vacances. T'es en vacances. Ouais, alors oui, et alors je vais quand même le relativiser, c'est-à-dire que les enfants me prennent beaucoup d'énergie. Quand je suis avec eux, je suis entièrement focus à déjà leur sécurité, à animer les activités avec eux, à parler avec eux, à faire plein de choses en fait. Et du coup, je n'ai aucune pensée sur les graphiques, c'est-à-dire que dès que je sors de ma session de Londres vers et demi, c'est-à-dire que j'arrête vers 10h10 heure française, et donc ce qui fait 4h10 heure US, quand on est à 6 heures de décalage, en fait à 10h30, normalement j'ai fini mon journaling. Donc j'ai fait ma session de trading finie à 10h10, journaling fini à 1h30. Si j'ai fermé ma position, si elle est encore en cours, en fait je la laisse tourner au fil de la journée, et je ne regarde pas les graphiques avant 13h30, quand j'ai fini ma première partie où je garde les enfants. Je les garde entre 11h20 et 13h30, et à 13h30 j'ouvre le téléphone, je regarde, ça a fait TP, ça a fait SL, et dans la matinée je n'y pense pas une seule fois. Et le fait d'avoir ses pieds sur terre, en fait, ça nous réancre dans le réel. Et moi j'y pense, je me dis, mais voilà, là si aujourd'hui je fais 400 balles, si en une semaine je fais 1000 euros avec le trading, ça me fait je ne veux pas non plus spécialement parler de combien je gagne avec cette activité, mais allez, je vais le dire, ça me fait un salaire. Si je fais 1000 euros net avec le trading, ça me fait un salaire. Donc ça remet les choses à plat, de se dire de combien je gagne et de combien chaque position elle joue. Donc moi je réfléchis bien avant de risquer 200 pour aller chercher 400. Je réfléchis bien. Tu réfléchis à tout le voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. À tout le travail que ça demande, aux heures de travail, combien pour te rendre compte de la valeur, c'est ça un peu de la valeur de l'argent, parce que finalement un gain
un TP à 400, ça me fait plus d'une semaine de travail. Donc ça, je l'intègre, et je l'intègre physiquement parce que tous les jours, je suis sur le terrain avec les enfants. Mais bon, le trading, c'est pas uniquement tout ce type de questions, tous ces moments où on est obligé de gérer les périodes difficiles, mais c'est aussi des bons moments, des périodes de waouh. Pour moi, comme je vois les choses, tu vois, c'est aussi un voyage, un petit peu comme le chemin de Compostelle. Les chemins de Compostelle, c'est des chemins qu'on peut partir depuis, le plus connu, le point de départ, c'est Bruxelles, pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, et pour ceux qui vont jusqu'au bout, à la mer, à Fisterra. Mais il y a des points de départ en France, notamment Paris, et puis d'autres pays un peu plus haut que Bruxelles en Belgique. Il y a d'autres départs. Il y a plein de points de départ pour aller là-bas en Espagne. Et c'est un petit peu pareil en trading. Mais ce qu'il y a de commun sur le chemin, c'est que par exemple, tu marches et l'idée, c'est de profiter du voyage. Je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur profiter du voyage. Et où chaque journée, l'idée, ça va être de se dire... il faut profiter du voyage, et puis... L'idée, ça va être de vivre son instant présent. Je finis juste avec ça, si t'as envie de rebondir. Après, je te laisse rebondir. Vas-y, t'inquiète. Profiter de l'instant présent. C'est-à-dire que, en fait, tu sais, quand t'as préparé ton voyage, que sur ta carte, tu sais que, là, tel jour, tu vas faire tant de kilomètres, ceci, cela, ok. Mais, en fait, au final, tu vis l'instant présent, que le soir, faut que tu fasses attention à tes pieds, parce que tu sais que le lendemain, tu vas encore devoir faire 20 à 30 bornes avec tes 20 kilos sur le dos, etc. Et puis tel jour, t'as eu de la pluie, et puis tu le savais pas, mais c'était comme ça. Il faut gérer ça le soir en disant, j'ai eu une journée avec un temps pourri et tout. Et puis il y aura des jours où tu vas arriver, tu vas monter un bout de colline, et là, t'arrives en haut d'un col, il fait hyper beau, et tu vois la vallée d'après qui s'ouvre devant toi, où tu as un panorama magnifique, et là tu te poses et ça te tombe dessus, et t'es là, tu fais waouh. Et ce waouh sur le chemin, en fait, c'est pareil. En fait, dans le trading, il y a des moments, on a des waouh comme ça. Et toi, quels ont été ces moments de waouh que tu as eu dans le trading, si tu peux les développer, s'il te plaît? Quand j'ai validé mon premier compte propre firme, quand j'ai fait mon premier payout, tous ces moments, c'était des moments de waouh. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment ça paye, tu vois, ça marche, ça fonctionne, ce truc fonctionne vraiment. Donc c'est pas réservé qu'aux autres. Donc indirectement, t'es waouh, t'es fier de toi. Tu peux être fier de toi. Même si au début, on a ces pensées, oui, est-ce que c'est pas de la chance? Est-ce que oui, mais cette chance, tu la provoques. Tu l'as provoquée, cette chance. Ta chance, tu l'as provoquée dû à ton travail, à tes prises de décision, à ton mindset, etc., etc. Même si t'es débutant, c'est super important de se féliciter. Et même quand t'es débutant, si par exemple, au début, tu gagnes beaucoup, il faut pas penser que t'es l'élu et que toi, il t'arrivera rien, que voilà, tu gagnes parce que t'as compris mieux que les autres, etc. Ça, c'est totalement faux. Mais voilà, moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. Cool. Donc ouais, toi, tes moments de wow, ça a été quand t'as atteint finalement un objectif intermédiaire, parce que en fait ouais, c'est ça, parce que derrière de toute façon t'as encore des grosses crevasses qui t'attendent, des moments où tu vas tenter de remonter, hop, tu vas glisser. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas tenter de remonter la montagne, sauf qu'en fait il faut que tu comprennes qu'en fait il faut que tu fasses le tour de la montagne, faut pas que tu montes tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu prennes le temps, faut que tu c'est une succession de cols, et quand tu arrives sur un col, tu sais qu'il y aura forcément une période où tu as une petite redescente, mais après tu vas remonter un autre col qui va lui être un petit peu plus haut que le col précédent, et en fait c'est toujours en vague ascendante dans ta progression. Et puis il faut faire attention aussi quand vous savez, on nous apprend beaucoup à gérer quand ça va mal, quand on perd, quand on crame des comptes, etc., etc. Mais quand on gagne beaucoup, parce que ça arrivera forcément, ça m'arrivera encore, ça arrivera à tout le monde. Mais souvent les gens ils parlent de bourse, oui, on perd de l'argent, faut s'en remettre, mais personne nous dit qu'il y a des gens qui gagnent énormément. Ils gagnent énormément d'argent, mais c'est tellement dur si on n'est pas habitué déjà, si on n'a pas ce mindset, si ça vient trop vite, comme ça m'est arrivé moi. Si vous vous étendez trop à la hausse, c'est mauvais. Parce que le marché, au bout d'un moment, il est obligé de retracer. Vous êtes pareil. Vous allez retracer forcément à un moment donné. Et il faut que votre retracement, il soit pas profond. Faut même pas qu'il revienne toucher les 50%. Jamais en dessous des 50% du PNL. Jamais. Exactement. Jamais. De toute façon, l'humain, il préfère la perte au gain. Alors attends, parce que là, on va creuser. Là, t'es sur une pépite. Toi, quand
quand t'as eu tes premiers trades qui étaient vraiment et tu sais tu le vois et tu vois ton trade qui se rapproche du TP et tout, comment ça te faisait? Parce que moi c'était j'étais comme ça, puis je sentais que le corps il était en ébullition totale, et en fait j'étais beaucoup plus excité que à la limite quand ça va vers le SL. Quand ça va vers le SL, tu t'y attends, tu te dis bon, ça va être une perte. Tu sais, mais ça va plus, Voilà, tu vas plus le exactement. vivre un peu comme ça, quoi. Et le gain, tu Ouais. te dis, oh là 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 là, est-ce que je le coupe, est-ce que je le coupe pas? Et en fait, c'est plus dur de gérer, Ouais, t'es de en se dire, stress. merde, si je le coupe maintenant, je verrouille tous ces gains, même si je suis pas encore au TP, je suis à 80% du trade, mais au moins je verrouille tous ces gains. Tandis que s'il retrace jusqu'au point d'entrée et qu'ensuite il va au SL, ben, en fait, là, je serais ultra deg, et il y aura un impact psychologique, une trace bien plus puissante que simplement de se dire, bah, je ferme là et c'est pas grave, je suis pas allé au TP, mais que de se dire, je ferme là, mais qu'en fait, tu le vois 2 minutes après, fallait juste attendre un petit peu, que bam, 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 il va à ton TP parce que tu avais la bonne Exactement, ouais. analyse, la bonne cible à atteindre, et qu'après, advienne que pourra, je m'en fous, j'ai fait mon truc pour la journée, terminé, on est bien, tu vois. Alors, avec l'expérience et le recul, je dirais que dans ces moments-là, il faut couper. Quand tu commences à stresser, à avoir le cœur qui bat plus vite, quand vraiment le trade il est vraiment proche du TP, coupe ton trade. Coupe ton trade, ça sert à rien de vouloir laisser. Si t'es en stress, si t'as vraiment envie de le maintenir, tu coupes juste tes écrans. Tu te fous à BE, tu coupes tes écrans, ou tu prends des partiels, tu fais un truc. Mais si t'es devant ton écran, ça fait, je sais pas, 30 minutes que t'as attendu, là il s'étend, il s'approche de ta target, il commence à stagner, franchement, coupe ton trade. Oh, ouais. Parce que s'il retrace, tu seras, après ça part vite en tilt, en cramage de compte bêtement, coupe-le et contente-toi de ça, tu journales et hop, tu coupes tes graphiques, t'arrêtes ta journée. Je partage. C'est plus ça que Je partage. Et tu vois, récemment, il m'est arrivé un truc qui a été une leçon en fait fantastique que j'ai pris pour moi. En fait, j'ai tradé un compte que je savais. En fait, c'était avant que je m'arrête cet été, et je voulais plus trader avec Apex. Là, j'y suis retourné parce que le compte m'a été offert. En gros, à ce moment-là, c'était plutôt cet été, et je voulais plus trader chez Apex parce que il y avait certaines règles qui étaient un peu trop strictes avec ce que je faisais à l'époque, en toute liberté vu que je travaillais pas. Et je me dis, je veux quitter Apex. Donc il me restait un peu de PNL dessus à trader, et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai tradé salement. Et à la fin de la journée, j'ai été impacté émotionnellement. Pareil. Et pareil que quand on trade n'importe quel compte, etc. Et j'étais mal. Et le lendemain, j'étais mal. Et ça a duré 2 jours où j'étais mal d'avoir fait ça. Et là, en fait, j'ai compris un truc. Mon cerveau, il n'a aucune idée de ce que je fais, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de savoir si ce compte, il est destiné à être poubelle, à être one shot, à être ceci, à être cela. Et c'est là que moi, j'en suis arrivé. Bah si. Attends, je vais juste finir. Ouais, vas-y, finis. Pourquoi est-ce qu'il en sait rien? Parce que émotionnellement, derrière, l'impact, il a été aussi fort que n'importe quel compte que j'aurais tradé. Donc du coup, c'est là que j'en suis arrivé à la conclusion de me dire, chaque acte de trading, il doit être vécu comme étant un acte entre guillemets sacré, c'est-à-dire un acte à traiter avec toute l'attention qu'on doit donner à un acte de trading. Maintenant, moi, même quand je veux faire du paper trading sans même un compte de, tu sais, juste tracer un outil gain et perte sur TradingView, juste ça, je sais que c'est un acte qui peut avoir un impact sur moi-même, parce que inconsciemment, mon cerveau ne va pas être capable de traiter l'information différemment. En tout cas, la réaction émotionnelle sera toujours la même. Et c'est ça que j'ai tiré de cette expérience. Chaque acte de trading est sacré, et donc quand tu poses un acte de trading, fais-le en conscience de te dire, est-ce que c'est le bon moment, est-ce toujours les mêmes règles pour toujours dresser ton cerveau et ta structure émotionnelle à avoir des réactions saines. Voilà ce en quoi est-ce que je voulais poser cette idée de se dire, chaque acte de trading que vous posez a une importance et peut vous mettre en déroute, même si vous pensez, vous vous disiez, une part de vous dit, c'est pas grave, ce compte si je le perds c'est pas grave. Peut-être que non, en fait. Peut-être que oui, mais peut-être que non, en fait. Ouais. Voilà. Mais toi, t'étais pas d'accord, donc vas-y, développe, ça peut être super intéressant. Oui, alors, oui et non. Parce que les comptes, justement, je trouve, où tu t'en fous le plus, c'est là où tu peux réaliser des beaux rendements. Des beaux trades. Ok. Donc ça peut faire l'effet inverse aussi, je pense. D'accord. Très intéressant. Développe si t'as envie. Okay. C'est une pépite, ça aussi. Tu sais, quand tu mets trop d'attentes, envers un compte, en général, ce compte-là, tu le crames. Par contre, quand t'attends rien de ce compte,
je parle avec mon expérience encore une fois, mais quand tu mets trop d'attentes envers un compte, en général, comme je le disais, ce compte, il est voué à rien. Mais par contre, quand tu mets moins d'attentes ou pas d'attentes du tout, crois-moi que c'est là où ce compte il va te rapporter de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est comme dans la vie, quand tu mets trop d'attentes envers quelque chose, c'est jamais bon, parce qu'en fait tu seras soit déçu, soit si ça arrive, tu seras déçu aussi parce que tu t'attendais à mieux. Ouais, Voilà, c'est ça la mais leçon. parce que là, tu poses les choses sous l'angle des attentes. Là, je te parlais des choses indépendamment des attentes, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein. Ne pas avoir d'attentes. Oui, mais indirectement, je dis ça parce qu'indirectement, ça peut se rejoindre. Parce que tu dis que quand un compte, tu te dis qu'il est voué à l'échec, mais en fait, tu t'attends à rien. C'est pour ça que je dis que tu t'attends à rien de ce compte, parce que tu te dis que tu vas le perdre. Tu vois un peu où je veux en venir. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Et voilà. Oui, ça me va. Après, t'as le droit de pas être d'accord. Hein, non, mais je suis d'accord par ce biais-là de. Oui, c'est là où les je veux choses en se venir. rejoignent, carrément. Et toi, du coup, bon, on a pas mal digressé. Normalement, on aurait aimé être un petit peu plus carré sur notre développement. On est désolé, on est des humains, on discute et on suit les fils comme ils nous viennent un petit peu. Toi, du coup, comment t'as tenu le coup? Si tu peux nous expliquer rapidement comment t'as tenu le coup dans les moments difficiles au cours de ces 2 et quelques dernières années, parce que le trading, c'est éprouvant. Donc, comment t'as tenu le coup? Ouais. Comment j'ai tenu le coup? Déjà, prendre sur soi, c'est important. Ça peut paraître bêta un peu ce que je dis, mais prendre sur soi, c'est accepter la souffrance, accepter la douleur, la prendre telle qu'elle vient, telle qu'elle est. Ne surtout pas la rejeter. Faut l'accepter, faut la laisser entrer en nous pour mieux la dompter. Et c'est pareil pour les gains, c'est pareil, faut dompter ça comme il faut, mais pour me relever, prendre sur soi, accepter la douleur, accepter de souffrir parce que ça fait partie du processus. Et avec le recul, vous verrez que toute votre souffrance, ça va se transformer en positivité. Toujours, constamment, peu importe ce que vous faites, que ce soit dans le trading, dans la vie, tout ce qui vous arrive de mal maintenant, c'est une leçon pour l'avenir et ça vous servira tôt ou tard. Accepter la douleur, en parler autour de soi, c'est important. Pouvoir extérioriser dans les communautés, appeler son mentor, etc. Tout ça, c'est important d'extérioriser. Et parce que vous verrez qu'en fait, vous n'êtes pas le seul, que ça arrive à tout le monde, que ça fait partie du chemin. Les gens qui ont beaucoup d'expérience, ils vous diront que ça fait partie du processus et que ça arrive à tout le monde. Il faut en parler. C'est pour ça que c'est important d'être dans des communautés. C'est important d'avoir un mentor à qui appeler, qui envoie des messages vocaux, etc. pour éprouver ce que vous ressentez. C'est très très important. Et puis encore une fois, je le répète, acceptez tout simplement ce qui vous arrive et la douleur. Et si ça se répète de trop, remettez-vous en question tout simplement. Et toi, du coup, Guillaume, comment tu fais toujours pour surmonter les moments durs? La plupart du temps, je faisais pas, parce que je continuais jusqu'à ce que ça me brise. Donc, en fait, le trading, c'est quasi 3 dernières années, parce que j'en suis presque à 3 ans de trading. Ça a été, comme tu l'as dit, effectivement, encaisser le coup. Au bout d'un moment, quand il me brisait, après je recollais les morceaux, et après j'y retournais, parce qu'il y avait encore un truc en moi qui était là et qui voulait y aller. Donc finalement, comment j'ai tenu le coup? Comme j'ai tenu, c'est-à-dire en mettant du scotch et en repartant comme on pouvait. Mais au fil de toutes ces expériences, ça m'a révélé qu'en fait j'étais beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient, avec beaucoup plus de ressources que ce que j'imaginais. Donc finalement, c'est le moment de caler que le trading, c'est une école de soi, c'est une voie d'initiation pour cheminer vers soi. Parce que le graphique, il va juste refléter qui tu es. Il va être bête et méchant. Et bête et gentil. Il va être bête, en fait. Ni gentil ni méchant, juste bête. Il va refléter qui tu es à l'instant T. Toi, ce que tu maîtrises, c'est quand tu cliques sur acheter ou vendre, quelle est ton exposition, si tu prévois de mettre un stop loss ou pas, si tu prévois de mettre un TP ou pas, et quand tu sors. C'est tout. Et à partir de là, le marché, lui, il vit sa vie. Donc
Il vit sa vie, ouais, c'est ça, c'est le mot, hein, il vit sa vie. Donc l'écart entre le mec qui fait l'argent et l'écart avec le mec qui en fait perd tout, c'est bien sûr, il y a toujours une base de technique qui est incontournable. Et peu importe la technique que vous utilisez, que ce soit ICT ou même d'autres choses, hein, on s'adresse à tous dans ce podcast. Il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de mépris pour tous les traders qui tradent autrement qu'avec ICT. Nous, c'est open à tous. Hein. Mais quelle que soit votre technique ou votre approche, ce qui fera la diff derrière, ça va être votre psychologie et comment vous allez, dans quel état vous allez être quand vous allez prendre votre décision. En fait, voilà. Mais du coup, comment j'ai tenu en comme je pouvais, mais aujourd'hui, comme ça a déjà été évoqué plusieurs fois, mon nouveau contexte professionnel, social, fait que j'ai un bien meilleur contexte pour réussir et que du coup, je vais pouvoir m'appuyer sur une meilleure psychologie. Et toi, s'il y avait un truc... C'est super important. Ouais, de ouf. Et toi, du coup, s'il y a un truc, dans tout ce chemin, s'il y a un truc que t'as changé pour progresser, ce serait quoi? Ça peut être des exemples techniques dans le sens... ça peut être technique. Dans ma vie de tous les jours. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être hyper lié au trading comme hyper parallèle. C'est une question totalement ouverte. Qu'est-ce que tu as changé au fil de ton apprentissage depuis le début pour progresser sur ce chemin? Accepter la perte, couper les écrans quand je sens que ça va pas, ou que je sens que le trade, je vais pas le tenir, mais je sais que je suis confiant quand même dans le trade, mais je sens que psychologiquement ça va être dur, ou que je suis un peu plus fatigué, un peu plus stressé que d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les écrans, je vais mettre des alertes et je vais sortir par exemple boire un verre, voir un pote à moi. Le week-end, je vais m'accorder plus de sorties, je vais moins rester chez moi, cloîtré chez moi, parce que c'est vrai que en fait je me suis rendu compte que tu sais, souvent maintenant t'entends sur les réseaux, oui, il faut rester chez soi, il faut bosser dur, il faut bosser 12 heures par jour, il faut être une machine. Sauf qu'en réalité, la réalité, elle est tout autre. C'est pour ça que maintenant, ce que j'ai changé, c'est que je m'accorde beaucoup plus de sorties. Je me mets beaucoup moins de pression. J'accepte tout simplement ce qui m'arrive. J'accepte la perte. J'accepte le gain. Je prends moins les choses à cœur. J'essaie de travailler sur ça, sur mes émotions. Quand je sens que ça va pas, hop, je me prends 2 jours, stop, j'arrête tout, je coupe tout. Les communautés, Twitter, tout, je coupe tout. Ok. Quand je sens que ça va pas, juste je coupe tout. Voilà. Super. Voilà. Super. Je pense Ouais. que c'est Carrément. Je pense vraiment que c'est des bonnes pratiques là que tu viens de nous proposer. Ouais. Et toi, c'était quoi bon, maintenant t'as le travail, donc indirectement ça peut être ça, mais est-ce que toi t'as des choses un peu à nous partager? Alors, ce que j'ai changé pour progresser, en fait déjà c'est pas évident de changer. Parce que toi, franchement, tu peux en dire des choses, je pense. Ok. Tu peux... Ouais. Toi, je pense que ouais. Vas-y. Ok. En fait, c'est vrai que là, le dernier changement que j'ai eu, c'était ce tournant professionnel. C'est-à-dire que j'étais à 100% dans le trading, pas d'activité à côté, depuis le 1er janvier 2023. Donc j'étais vraiment focus que graphique, alors les backtests, j'en faisais pas trop parce que je ne crois pas aux backtests. Je pense que c'est des conneries. Je suis pareil. Allez, bim, ça on le balance. Bullshit. Désolé Bullshit. Brice. Alors ça, voilà, là, on a un petit désaccord là-dessus avec Brice, mais pour des raisons. Alors, au tout début, non, backtest. Ouais, au tout début, mais tout début. mais il faut que sur faire. des choses Mais très après, simples. Mais après, voilà. ça, pour moi, c'est des conneries. Il vaut mieux être en live et puis gagner de l'expérience sur des marchés qui évoluent en direct. Mais qu'est-ce que j'ai changé pour évoluer? Alors, techniquement, je suis passé par des tas de méthodes, d'approches pour trader, mais je pense qu'en fait, la plus grosse marge de progression, elle est sur garder une vision claire. Donc, ce que j'ai changé pour progresser, c'est même pas tant que j'ai changé, c'est que le trading m'a mis comme un embrayage avec, tu vois, clac. Oui. Qui fait la jonction entre les 2 axes qui tournent à vitesse différente, de faire cet embrayage pour arriver à me fusionner plus avec ma sphère émotionnelle pour la vivre mieux. Et ça, c'est un truc que je vois dans ma vie de tous les jours. Ouais. Et tu sens que tu as évolué sur tous ces points-là? Est-ce qu'il y a certains points où tu aimerais encore améliorer certaines choses, par exemple? Complètement. Parce que là, du coup, tu vois que sur mon chemin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le trading et aller à la cassure qui a fait que je revenais mieux parce que je recollais les morceaux. Mais tu vois, c'est pas un truc que j'ai initié. C'est le chemin m'a formé. C'est pas tant un truc sur lequel j'ai la main.
c'est les épreuves qui me forgent. Et est-ce que avant, tu vois, là tu me dis tout ça, mais est-ce que avant ça tu te rendais compte de tout ça ou pas? Ou est-ce que t'en avais pas pris conscience? La prise de conscience, elle s'est fait au fur et à mesure. Ok. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, là, tu pourrais considérer comme une grande victoire, une belle victoire, quelque chose t'es fier de toi, quoi, aujourd'hui, là, avec après ces 2-3 ans, là, de passer dans les graphiques? Accepter que j'en suis pas au premier payout, parce que j'ai validé 5 comptes l'été dernier et il m'a fallu, là tu vois, c'est cet été que j'ai revalidé 2 comptes. Je les ai perdus aussi parce que j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave, j'ai compris pourquoi. Donc j'ai validé 7 comptes propre firme, donc je fais déjà partie des gens qui savent valider des comptes propre firme, donc c'est déjà excellent. Mais c'est accepter qu'au bout de quasiment 3 ans, j'en suis pas arrivé à là où je voulais en être à ce moment-là. J'en suis pas arrivé à la rentabilité, c'est pas grave. Je reste humble en me disant, c'est pas grave. Je vais me reprendre un taf. Je vais faire Tu ça. persévères et t'abandonnes pas, et ça c'est beau. Et j'abandonne pas. Donc, trouver un équilibre pour avancer. C'est ça, moi, la plus grande fierté que j'ai, c'était de renoncer à me dire, ok, j'en suis pas où j'en suis. Je ravale ma fierté. Je continue sur des bases plus saines, parce qu'aujourd'hui, ce job, force est de constater que j'en ai encore besoin. Mais il y aura un jour où j'en aurai plus besoin. Mais voilà, c'est ça. Et puis aussi, c'est aussi sur ce chemin de très belles victoires, pas uniquement des renoncements. Toi, par exemple, est-ce que tu peux nous raconter comment t'as validé tes premiers comptes, comment t'as fait tes premiers payouts, dans quel contexte t'étais et comment tu l'as vécu? Tes premières victoires. Moi, mes premières victoires, déjà le premier compte, ça je me rappellerai toute ma vie. Je pense mon premier compte évaluation validé, c'était un compte Apex. J'étais en cours, il me manquait plus qu'un petit trade à $100-200. Et puis j'étais en cours et puis le prof il parlait, j'en avais rien à foutre de ce qu'il racontait. Parce que oui, j'étais en alternance, je faisais boulangerie et après j'étais en cours. Donc quand j'étais en cours, ça me faisait chier. Donc souvent je tradais en fait sur mon téléphone. Et puis je sais plus quelle heure il était, il devait être 10h, c'était 10h heure New York. Et puis j'ai lancé mon trade et puis le compte s'est validé. Alors tout de suite j'envoie un message à Brice, j'ai validé mon compte et tout. Il m'envoie un message, il me dit félicitations et tout. Je peux t'appeler et tout pour que je te montre comment on passe au paiement pour que ça devienne un compte funded. Et là je lui dis non, je suis en cours et tout. Il me fait ouais, toi tu trades en cours et tout sur le téléphone. Enfin voilà, ça je me rappellerai toute ma vie. Et mon premier payout, c'était chez moi, ouais. Puis après mon premier compte funded, bien sûr, je l'ai cramé. Il est pas allé jusqu'au payout. Après, je me suis repris des comptes que j'ai cramés, j'en ai revalidé. Et au final, est venu le moment où j'ai validé un compte et puis je l'ai tenu. J'ai été sérieux. Je suis monté jusqu'au payout, jusqu'aux 53 000. Ouais. Mais à l'époque, avec Apex, quand tu étais aux 53 000, tu pouvais tout de suite te retirer 2 000. Donc en fait, moi, j'étais monté aux 53 000. J'avais fait à l'époque, c'était 8 jours par contre. 8 jours à plus de $100, je crois. Et hop, mon premier retrait. Et là, c'était waouh. J'étais chez moi, j'étais trop content. J'ai appelé mes parents. Ouais, écoute, premier salaire que je me suis sorti et tout. Trop bien. Vous voyez, ça marche. Trop bien. Ah non, franchement, c'est des jours, tu peux pas les oublier, tu vois. Bien sûr. Peu importe l'argent que t'as perdu derrière, en fait, ça composera automatiquement. Même si derrière t'as perdu, je sais pas, 5 000 euros, le fait de gagner 2 000, ça te donnera un coup de boost, un coup de. Et puis voilà. Et puis pour dire, bon après ce compte-là, je l'ai cramé, mais je crois 2 semaines plus tard, 4 000 euros en plus. 4 000 de payout. Waouh. Et là, waouh. Après, pendant 2 mois, j'ai eu ma petite période de retracement. Enfin bref. Après, voilà, ça a été, après, voilà, la vie a continué. Après, j'ai revalidé des comptes, payout, machin, etc. Et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, pour parler un peu de ça, de mes premiers vrais succès, ouais, c'était ça, quoi. Et peu importe l'argent que t'as perdu derrière, tout le travail que t'as fourni, t'es fier, il y a même pas de mots pour décrire ça, mais de toute façon, vous verrez bien, tous ceux qui vont se lancer, au premier succès, vous allez voir comment c'est, mais c'est fantastique, c'est fantastique. Ça a été un moment charnière pour toi, vraiment, ce moment où non seulement valider le compte, mais ensuite faire le premier payout, et surtout, quel est l'impact positif que ça a eu sur ta psychologie, sur ta confiance à long terme, ce premier payout? Si tant est qu'il y en ait eu un. Tout ce que ça donne simplement, c'est que, en fait, tu vois que c'est possible. Donc même si après tu vas recramer des comptes, tu sais que tu l'as déjà fait une fois.
Et faut pas surtout avoir ce genre de pensée. Je me suis versé un payout. Et si c'était la seule fois, et si c'était de la chance, sauf que non, faut surtout pas se dire ça. Si tu l'as fait une fois, tu peux le faire une deuxième fois. Ok. Faut surtout pas contre-indiquer ton cerveau comme quoi, oui, là c'était de la chance, je vais peut-être que le faire une fois. Non, pas du tout. Ton cerveau, inconsciemment, tu prends une confiance de zinzin, même si derrière tu vas perdre. C'est pas grave parce que ton cerveau, de toute façon, il dira, de toute façon, je l'ai déjà fait, je sais que c'est possible, de toute façon, je vais le refaire. Je vais le refaire parce que ça re-arrivera. Et en fait, tu prends confiance, tu deviens plus solide mentalement parce que tu sais comment ça se passe et au final, et même t'arrives au payout, t'es content et tu te dis, au final, c'était pas si compliqué. Même si derrière, t'as 4 ans, ton premier payout, certes, tu vas sauter, ouais, trop bien, machin. Mais tu te diras, en fait, ça va, c'était facile. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est gratifiant. Voilà. Ouais, C'est gratifiant. c'est gratifiant. Ouais. Ok. Bah écoute, je verrai quand. Est-ce que j'ai répondu Complètement. J'ai répondu à ta ouais, question. t'as très bien répondu à ma question. Ouais. Mais oui, surtout, faut surtout pas. Je me répète, hein. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais faut surtout pas se dire que est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Même si c'est de la chance, on s'en fout. On s'en fout. Tu t'es quand même versé de l'argent. T'as fait ce que 10% des gens, 90% des gens n'arrivent pas. N'arriveront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils se forment mal, parce qu'ils font n'importe quoi, etc. Parce qu'ils ont pas vraiment de mentor, ils ont rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'est vraiment, quand on fait un payout, c'est à bannir. Vraiment, fêter ce succès, accepter le fait d'avoir gagné. Juste ne vous dévalorisez pas et je dis ça parce que c'est l'erreur que j'ai fait. Indirectement, j'étais trop content, je prends confiance, etc. Mais t'as quand même cette petite voix dans ta tête qui te dévalorise. Mais ne faites pas ça. Mais après, indirectement, c'est compliqué parce qu'il faut trouver le juste milieu, faut trouver la balance. Parce qu'indirectement, t'as un excès de confiance, mais indirectement, tu veux te dévaloriser. Donc, faut se remettre au niveau faut trouver l'équilibre. Voilà. Faut trouver l'équilibre. Voilà. Ok. Et toi, Guillaume, tes premières victoires quand t'as validé tes premiers comptes en été, qu'est-ce que ça t'a procuré? Est-ce que tu t'es senti invincible? Est-ce que tu t'étais un peu réticent? Est-ce que tu te dévalorisais quand même malgré la réussite? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? En fait, donc l'été 2024, c'était là que j'ai validé mes premiers comptes. Donc j'étais à la fois en plein dans le mentorship 2024 d'ICT que je suivais, sur lesquels je prenais des notes. En même temps, j'avançais les comptes et tout. J'en ai validé 1, 2, 3, 4, 5. Et j'essayais de veiller à ne pas faire de la surconfiance, mais malgré tout, j'ai quand même bâti une certaine confiance en moi. Et en fait, la confiance que j'avais bâtie, qui je pense était une confiance saine dans le contexte de marché dans lequel on évoluait, en mes capacités, en fait, elle a été éclatée, elle a été détruite, réduite en miettes par le fait que je les ai cramés en 3 semaines. J'ai cramé les 5 comptes les uns après les autres. Et du coup, moi, les premières sensations ça a été vraiment un accomplissement de valider ces comptes parce que je voyais que ça marchait et je voyais pourquoi et j'étais capable de l'anticiper. Là où l'erreur a été un petit peu, ça a été de ne pas comprendre le contexte de marché dans lequel j'évoluais. 2024, ça a été une année très trendy sur le Nasdaq et vous pouvez le voir, si vous retournez sur des graphiques intraday sur l'année 2024, vous verrez que souvent le marché, il faisait une expansion la veille, il consolidait un petit peu, il retombait dans la dernière zone, peu importe ce qu'il y avait, hein. Zone H4, zone H1, on tombait un petit peu sous la session asiatique, boum, reversal à 9h30 ou 9h50 et boum, on partait à l'achat et là on plaçait un buy. To the stars, c'est parti. On se prenait entre 50 et 150, 200 points dans la journée. On clôturait l'après-midi. Hop là, fin du trade, nickel. Et puis pour moi, c'était ça, trader NQ. Et puis après, en fait, il est passé en HRLR. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, High Resistance Liquidity Run, c'est-à-dire un marché qui va continuer sur sa tendance haussière, mais avec des retracements plus profonds. Vous voyez. Et donc un petit peu plus dur de cerner à quel moment on place le point de retournement pour prendre de l'achat, à quel moment est-ce qu'en fait là on repart un petit peu plus en vente, à quel moment est-ce qu'en fait finalement sur une semaine ou deux, boum boum boum, il va faire un retracement un peu plus profond pour ensuite repartir à l'achat, plus difficile. D'ailleurs, le contexte de marché, c'est je travaille encore dessus personnellement, c'est super important, mais le contexte de marché, c'est primordial, c'est la chose la plus importante, c'est la base de tout. Comprendre dans quoi on évolue sur les hauts time frames. Alors vu qu'on fait de l'intraday, on va plus rester sur du daily ou du weekly, pas
sans monter plus haut. Mais les contextes de marché, c'est super important. Je peux donner un exemple. Par exemple, mes premiers payouts, je me rappelle, c'était en août, septembre, octobre. C'était là mes premiers payouts. En fait, le marché, il évolue d'une certaine façon. Sauf que je m'étais pas forcément rendu vraiment compte. Sauf qu'au bout d'un moment, le marché, il change un peu. Voilà, comme tu dis, il va plus retracer, ou il y aura plus de manipulation, il va être plus à haute résistance, ou inversement. Il va devenir à faible résistance. Et si tes premiers payouts ont été faits, ça joue beaucoup, je pense. Si tes premiers payouts ont été faits, par exemple, dans un certain contexte de marché, quand le contexte il va changer, ça va être compliqué de s'adapter au marché, parce que vu que c'est tes premières fois, tu comprends pas trop. Mais si je peux en aider pour les plus débutants, le contexte de marché, c'est ce qu'il y a de primordial, le plus important. Après, tout ce que vous entrez en 1 minute, les breakers, les machins, on s'en fout un peu de comment vous rentrez. Mais comprendre sa structure, son contexte, par exemple, là, cette année, on est en haute résistance. Depuis, malgré des petites impulsions qui viennent de temps à autre, mais quand on prend du recul, on dézoome un peu, on voit sur les autres années comment le marché était, ça n'a rien à voir. Donc, et ça peut aussi jouer à long terme, en tant que trader, faut pas, même si on est des traders intraday, il faut voir ça à long terme aussi. Parce que on n'a pas de revenus fixes, nos revenus, ils peuvent varier. Donc, moi, je pense que s'il y a des conditions de marché, par exemple, qui reviennent comme l'année dernière, je pense que je vais tout exploser, tout simplement. Mais par contre, si c'est comme cette année, je vais peut-être avoir tendance, faut que je me dise que, par exemple, cette année, je vais peut-être avoir tendance, je vais être moins sur mes graphiques, parce que je sais que cette année, ça risque d'être compliqué. Comment je vois comment le marché, il se déroule, etc. Il prend les buy side difficilement, etc. Ou les sell side, les liquidités difficilement. Je sais que potentiellement, je vais moins être sur mes graphiques. C'est peut-être l'année où je vais bosser sur d'autres choses. Je vais être là. Contrairement, s'il y a une autre année qui arrive et je vois que le marché est totalement différent, il est dans des conditions que j'apprécie plus, bah forcément mes chiffres, mes résultats vont être différents. Mais faut pas que je me dise que ça va être comme ça tous les ans. Faut pas que je mette d'attente sur les autres années, comme quoi, oui, ça va être la même chose, de toute façon, je vais tout exploser, etc. Bien sûr. C'est totalement différent. Et toi, je sais que en été, c'est des conditions de marché qui t'étaient favorables. Et ensuite, je pense que tu t'es mangé tout simplement un retour de bâton, parce que tu disais, oula, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'étais un peu surpris, parce que de toute façon, c'était aussi tes débuts, hein. Mais maintenant, grâce à ça, grâce à ces échecs, tu sais comment maintenant appréhender, comment dompter le marché, tu sais comment il est. Tu le connais maintenant, le loustic. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ça nous fait une transition toute trouvée, du coup, pour, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que là, tu vois, on a déjà beaucoup parlé, on a parlé d'énormément de choses. Bon, peut-être de manière un petit peu moins structurée que ce qu'on aurait voulu, mais on a suivi les fils de conversation, donc c'est très bien aussi, ça donne du naturel à notre podcast. Mais du coup, est-ce que ce sera OK pour toi qu'on fasse un petit point sur, finalement, où on en est aujourd'hui, et si on avait un message à donner à ceux qui voudraient se lancer, donc peut-être parler de nos approches actuelles, pas forcément des détails techniques très lourds, mais juste notre style et ce qu'on fait. Donc toi aujourd'hui, frérot, comment est-ce que tu trades, sans forcément rentrer dans des détails techniques hyper lourds, mais voilà, quel est ton style toi aujourd'hui? Ouais. Alors moi, de tout ce que j'ai pu accumuler comme expérience, maintenant ce que je fais, c'est que déjà je trade toujours aux mêmes horaires. Toujours aux mêmes heures, donc c'est-à-dire à l'open. J'arrive en général à 9h15, heure New York, donc ça fait 15h15 en France. Et j'arrive à 15h15 parce qu'en général, il y a des petits setups qui se forment. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des petits setups qui se forment avant l'open qui peuvent être hyper intéressants. Mais moi, ma tranche horaire, elle est hyper courte. C'est en général 9h15, allez, 10h30, parce que je sais qu'en général, après 10h30, il est peu probable qu'il y ait un reversal. Donc, c'est vrai que je suis moins fan, mais après, ma session, elle peut s'étendre un peu jusqu'à 11h, 11h30, mais en général, arrivé la lunch, je coupe. Si j'ai pas trouvé de position sur la AM, en général, ce que je vais faire, si j'ai le temps le soir, si j'ai envie, je vais aller sur la PM, mais sans forcer les choses, vers 14h. En tout cas, tout ce qui est lunch, etc., j'évite. En plus, en général, des moments où j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de sortir, etc., de faire du sport. Donc, c'est des moments que j'évite. Mais ouais, toujours venir aux mêmes horaires. Ça, je viens plus avant, je viens plus après. Vraiment, je me pose vraiment des cadres fixes de temps graphique, temps écran, quand est-ce que je peux prendre position, quand est-ce que je peux mettre de l'argent en jeu, quand est-ce que je ne peux pas. Par exemple, à Londres, là, je vais peut-être me mettre dessus, mais je vais peut-être me mettre en paper trading.
Et puis je suis très fier d'être là où j'en suis actuellement. Je suis content de mon parcours. Pour rien au monde, je retournerai en arrière. Et si j'ai un petit message à transmettre, c'est franchement, n'hésitez pas à vous lancer. Un grand merci à Brice pour tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il m'a appris. Et d'ailleurs, il m'aide toujours, donc encore un grand merci de m'accompagner encore au quotidien. Et puis ouais, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Lancez-vous, même si vous avez peur, que si vos proches vous disent vous mangez des réflexions, oui, mais c'est peut-être pas fait pour toi, c'est peut-être. Franchement, n'écoutez pas les gens. Faites comme vous avez envie. Si vous avez envie d'aller vers ce chemin-là, n'hésitez vraiment pas à être curieux, à poser des questions, à demander. N'hésitez pas à en baver. Enfin voilà. Franchement, lancez-vous. Allez-y les yeux fermés. Franchement, voilà. Ok. C'est une école de la vie et c'est merveilleux. Voilà. Ok. Bon, allez, moi, je vais faire aussi ma petite conclusion. Donc, mon approche actuelle, elle a complètement changé depuis 15 jours, puisque là, on enregistre ce podcast, on est le 14 septembre, j'ai rattaqué le travail le 1er. Donc, maintenant, je ne traite plus la session AM, je ne traite plus ces horaires-là, je traite sur la session, sur l'Open de Londres, donc entre 2h50 et 4h10 heure de New York, donc entre 8h50 et 10h10 heure de France, et je cherche justement à catcher le move de cette session qui est souvent la manipulation de la journée, donc le mouvement à contre-tendance de la journée. Pas forcément, mais c'est souvent le cas, donc c'est comme ça que je travaille. Et comment est-ce que je navigue à l'intérieur de cette session ? Eh ben, je navigue dedans grâce à la stratégie de Mélanie dont on va aussi vous passer la chaîne YouTube, qui est la stratégie OPR, l'OPR stratégie de Londres, où on travaille avec certains niveaux, on tient compte bien évidemment du contexte, des niveaux clés en plus, et avec ça, on va chercher des trades pendant cette session. Donc voilà comment je fonctionne. Rapidement aussi, je vais vous mettre la chaîne de Paul, parce que Paul a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il poste, et il va se mettre à poster encore plus de contenu là à partir de maintenant. Ouais, donc, je compte le faire. Ouais, donc c'est cool. J'ai peut-être fait une petite formation gratuite sur YouTube. Ah, bah voilà, vous pourrez aller y jeter un œil et le suivre, ça lui fera plaisir. Si vous avez kiffé ce podcast, ce serait une bonne chose à faire. Moi, ce que j'ai considéré comme une victoire dans tout ça, ça a été vraiment le chemin sur moi-même que ça m'a offert. Parce que même si j'arrêtais le trading demain, en fait, tout ce que j'aurais gagné, c'est des choses exploitables du point de vue humain dans des tas d'autres situations, sur le calme, la sérénité, la capacité à prendre sur soi et à ne pas être trop atteint par ce qui se passe dans la vie. Ça, pour moi, c'est la plus grande victoire que j'ai retenue du trading et qui dépasse le trading. Et si j'avais un message pour ceux qui voudraient se lancer, ce serait réfléchissez bien avec qui vous allez vous lancer. Ouais. Réfléchissez bien au mentor que vous choisissez. Ça, c'est important. Ouais. Que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez un feeling, avec qui vous sentez que le courant passe. Et peu importe que ce soit du ICT ou pas, il y a des tas de gens qui font pas du ICT qui sont rentables, hein, donc voilà, peu importe. Réfléchissez bien avec qui vous vous lancez, que ce soit pas un gros scammer qui est pas rentable. Soyez patient avec vous-même. Aimez-vous et prenez-vous comme vous êtes. Prenez-vous comme vous êtes. Avancez avec vous-même. Prenez-vous vous-même par la main sur votre chemin. Soyez un réel parent pour vous-même. Soyez un réel parent pour vous-même sur ce chemin et ça devrait le faire. Voilà pour moi mon petit mot de la fin pour vous qui souhaitez vous lancer. T'as quelque chose à ajouter, Paul ? Non, pour moi, c'était bon. C'est tout bon. Donc, écoutez, je vous dis merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre écoute, hein, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Ouais. Si vous êtes toujours là, merci de votre écoute, merci de votre attention. Exactement. Puis on espère surtout que ça vous a plu, donc n'hésitez vraiment pas à commenter, hein, parce que moi, je sais que dans des vidéos YouTube ou quoi, des podcasts, quand les gens ils disent oui, commentez, je le fais jamais. Donc franchement, n'ayez pas peur, hein, de commenter, ou si vous avez vraiment pas envie, le faites pas, mais si vous avez un peu le temps, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, même s'il est négatif ou positif, hein, franchement, ça peut aider grandement. Merci. Hein. Négatif, merci à ceux qui le feront. Mais négatif constructif, c'est ça que voilà. C'est à ça à quoi on
on tient, c'est vraiment que On s'attend. si vous avez Ouais. des critiques à faire, faites-les de manière constructive. On est toujours ouvert à tout ça. Et puis voilà, écoutez, merci à tous. Merci Paul d'avoir joué le jeu de ce jeu des questions-réponses qui était un petit peu à double sens vu qu'en fait on était tous les deux en mode échange. En tout cas, moi j'ai passé un super agréable moment. J'espère que ce sera pareil pour vous. C'est plaisir partagé. Et ben c'est Partagé. super. D'ici là, et ben écoutez, à une prochaine vidéo, à un prochain podcast, peut-être avec Brice, peut-être Brice tout seul, on verra. Merci à tous. Bon trading à tous pour ceux qui tradent. Ouais, et bon trading à Voilà. tous.